Ignorant de l'héritage de 10 milliards de dollars suite au décès de sa mère, une milliardaire restée dans l'ombre, elle fut abandonnée par son mari, enceinte de jumeaux, pour épouser sa riche patronne. Ce qui se passa plus tard lors de la lecture du testament le laissa sous le choc. Il ne la quitta pas discrètement, ni même comme un mari. Il la quitta comme un homme cherchant à prouver sa valeur, en plein milieu d'une réunion de famille et d'entreprise, sous le regard des invités et les téléphones déjà levés, tandis que sa femme enceinte, tenant encore son sac médical, se tenait près de la porte. Derek Combe prit le micro destiné au toast, regarda Lilian d'un air absent, comme si elle n'était pas humaine, et déclara assez fort pour que toute la salle l'entende: « Je demande le divorce. À compter d'aujourd'hui, elle est un fardeau. » Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Quelqu'un haleta. Un autre commença à enregistrer. Personne ne l'arrêta. À l'écart de la foule, Lillian Foster, 29 ans, enceinte de 8 mois de jumeaux, gardait une main pressée contre son ventre, comme pour protéger 2 petites vies de l'humiliation qui s'abattaient sur elle. Son visage restait impassible, mais ses yeux trahissaient le choc. Elle portait une robe simple, aucun bijou, rien qui puisse laisser deviner une quelconque puissance. Pour eux, elle n'était que la douce épouse de Derek, celle qui ne connaissait pas la pression, celle qu'il chuchotait être un fardeau. Et à côté de Derek se tenait Marissa Conway, sa riche patronne, la femme qu'il épouserait bientôt en secret. Cheveux impeccables, sourire parfait, la main posée sur son dos comme si elle avait déjà pris la place de Lillian. Non loin de là, la mère de Derek observait la scène avec approbation, comme si cette destruction publique était inévitable. Ce que personne ne comprenait, pas même Lillian, c'était ce que la mort de sa mère avait déjà déclenché quelques jours plus tôt. Une machine juridique qui s'activait discrètement en coulisses, un testament, une fiducie, une lettre scellée destinée à Lillian, un montant si astronomique qu'il semblait irréel. Dans les milieux de la finance privée, on avait plaisanté en disant que Joséphine était le fantôme à 1000 milliards de dollars, car la structure d'investissement qu'elle contrôlait discrètement brassait des sommes se chiffrant en billions. Bien que son patrimoine personnel, soigneusement protégé, ne s'élevât qu'à 10 milliards de dollars, la lettre qui aurait dû tout révéler à Lillian ne lui parvint jamais, car quelqu'un au sein de cette maison l'avait interceptée. À leur insu, quelqu'un à l'extérieur de la maison, un enquêteur que Joséphine avait engagé à l'avance, les observait déjà, appareil photo en main, depuis une berline sombre garée de l'autre côté de la rue. Ainsi, pendant que Derek s'évertuait à la traiter de boulet et à étaler sa souffrance en public, une autre vérité se profilait à l'horizon, une vérité qui les mènerait dans une salle silencieuse remplie d'avocats, à la lecture d'un testament et à une sentence qui ferait trembler les mains de Derek. Ce n'est pas simplement l'histoire d'un mari qui choisit un riche patron plutôt que sa femme enceinte. C'est l'histoire de ce qui arrive lorsqu'un homme rejette une femme qu'il n'a jamais vraiment comprise, juste avant que le monde ne découvre sa véritable identité. Chers spectateurs, merci d'être là. Si vous regardez sans vous abonner, c'est comme assister impuissant à la disparition de Lillian. En cliquant sur ce bouton, vous vous solidarisez avec toutes les femmes moquées, abandonnées, qui ont pourtant trouvé la force de se relever. Abonnez-vous et dites-moi en commentaire d'où vous nous regardez. L'appel fut comme un coup de poing en plein cœur. Lillian Foster, 29 ans, enceinte de 8 mois de jumeaux, resta figée, la main crispée sur un minuscule body. Le tissu s'étirait entre ses doigts, comme s'il allait se déchirer au moindre souffle. La voix au téléphone était polie, professionnelle, trop calme pour ce qu'elle disait. « Mademoiselle Foster, je suis vraiment désolée. Ici le docteur Chou de Streetbridge. Votre mère, Joséphine Conley, est décédée tôt ce matin. » Pendant un instant, la pièce sembla irréelle. Les murs paraissaient trop immuables. L'air trop normal. L'estomac de Lillian se noua. Les jumeaux s'agitèrent, comme s'ils avaient ressenti son choc avant même qu'elle puisse le nommer. Elle tenta de se lever, mais ses genoux la trahirent. Elle se laissa tomber au bord du lit, les yeux rivés sur le tiroir ouvert des vêtements de bébé, comme si plier et ranger pouvait empêcher la vie de changer. Joséphine était partie, non pas malade, non pas guérie. Lentement, tout s'est éteint. Lillian porta le téléphone à son oreille et dit merci, car on dit merci au téléphone même quand le monde vient de s'écrouler. Le silence se fit et elle resta là, à fixer son reflet sur l'écran noir. Elle pensa aussitôt à appeler son mari. Bien sûr. C'est ce que font les épouses, n'est-ce pas? Elles se tournent vers la personne en qui elles ont le plus confiance. Elle alla donc trouver Derek Combe.
Derek avait 33 ans. Grand, le visage fin, toujours habillé comme s'il était observé. Il travaillait pour une cadre influente, sa patronne, Marissa Conway, une femme riche réputée pour instrumentaliser les autres. Derek recherchait son approbation comme certains hommes ont besoin d'oxygène. Quand Lillian entra dans le salon, Derek était déjà absorbé par son téléphone, le pouce s'agitant frénétiquement, le visage crispé par la concentration. Il n'avait pas tout de suite remarqué ses larmes. « Ma mère », dit-elle d'une voix faible. « Ma mère est décédée. » Derek cligna des yeux, comme s'il avait entendu un bruit étrange. Puis il expira lentement, avec impatience. Pas ouvertement cruel. Pas encore. Mais l'impatience était là, comme un signal d'alarme. Lillian, dit-il, les yeux rivés sur l'écran. J'ai beaucoup de choses à gérer. Le bilan trimestriel est la semaine prochaine. Marissa a besoin de ces chiffres. Beaucoup de choses à gérer. C'est ainsi qu'il décrivait sa vie ces derniers temps. Elle attendait une étreinte, une main sur l'épaule, un simple geste humain. Il ne lui offrit rien de tout cela. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, non pas par inquiétude, mais plutôt comme s'il espérait que l'information soit fausse pour ne pas perturber sa journée. Lillian hocha la tête. Elle sentait les jumeaux bouger à nouveau. Son corps réagissait au stress par une douleur sourde qui se propageait dans le bas de son dos. Derek ne la voyait pas, ou bien il la voyait et choisissait de l'ignorer. « D'accord, » dit-il rapidement. « Je m'en occupe. Appelle qui tu veux. Je ne peux pas rater cet appel avec Marissa. Débrouille-toi. » Cette phrase était devenue son arme favorite. Comme si son chagrin était un fardeau qu'il préférait ne pas toucher. Lillian déglutit, refusant de mendier de la douceur. Elle avait appris depuis longtemps que supplier ne faisait qu'endurcir les gens orgueilleux. Alors elle hocha la tête, faisant comme si de rien n'était, car elle excellait dans ce genre d'exercice. Lillian n'avait pas grandi en rêvant d'argent. Elle n'avait jamais vraiment connu la valeur de l'argent. Joséphine Conley l'avait élevée dans des appartements modestes, meublés de meubles d'occasion toujours impeccables et de livres toujours plus récents que leurs vêtements. Joséphine ne portait jamais de bijoux ostentatoires, ne parlait jamais de réussite comme le faisaient les autres parents. Elle parlait de choix, de sécurité, d'intimité. Quand Lillian était adolescente, elle avait demandé un jour pourquoi il déménageait si souvent et pourquoi sa mère n'allait jamais 2 fois à la même banque. Joséphine s'était arrêtée un instant, remuant une casserole sur le feu, le regard absent, comme plongé dans un souvenir. « Les gens t'aiment pour ce qu'ils croient que tu as besoin, » dit Joséphine d'une voix douce mais ferme. « Et ils te jalousent pour ce qu'ils croient que tu possèdes. » Lillian ne comprenait pas à l'époque. Elle savait seulement que sa mère gardait des tiroirs fermés à clé, du courrier confidentiel et un visage impassible qui ne se dévoilait jamais complètement. Parfois, tard le soir, Joséphine s'asseyait à table entourée de piles de papier, des formulaires officiels, des enveloppes impeccables, des signatures. Quand Lillian entrait, Joséphine glissait les papiers sous un livre de cuisine comme si de rien n'était. « Des trucs d'adultes », disait-elle. Un jour, Lillian aperçut un nom sur un document, Foster, et demanda si c'était un membre de la famille. Joséphine sourit, comme si elle dissimulait un secret entre ses dents. « Une longue histoire, » dit-elle. « Une histoire que tu n'as pas encore apportée. » C'était la façon de faire de Joséphine. Elle croyait que la liberté résidait dans le calme et la sécurité dans le silence. Ce que Lillian ignorait, et qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que les affaires de Joséphine étaient loin d'être anodines. Derrière la simplicité apparente de sa vie se cachait un réseau complexe de fiducies privées, de sociétés en commandite et d'investissements dissimulés derrière des barrières juridiques si opaques que la plupart des gens n'en soupçonnaient même pas l'existence. Joséphine ne se vantait pas d'être milliardaire. Mais les fonds et portefeuilles sur lesquels elle exerçait une influence via Foster Global Trust et d'autres structures représentaient des sommes se chiffrant en billions de dollars. Dans certains conseils d'administration, on la surnommait le fantôme du billion de dollars. Son patrimoine personnel, en revanche, avait été délibérément plafonné et structuré à 10 milliards de dollars, protégé par des conditions et des mesures de sécurité strictes. Joséphine ne voulait pas d'une fille avide de pouvoir. Elle voulait une fille qui le mérite. Aussi, elle a délibérément caché la vérité à Lillian. Et Lillian, faisant confiance à sa mère, n'a jamais cherché à la provoquer. Elle a épousé Derek parce qu'il semblait avoir soif de vivre,
et elle pensait que cette soif était synonyme d'ambition, non de danger. Elle a soutenu ses rêves. Elle s'effaçait quand son ego réclamait de l'espace. Elle se répétait que l'amour, c'était la patience, l'amour, c'était le compromis, l'amour, c'était rester. À présent, elle était assise au bord de son lit, Joséphine partie. Réalisant que sa mère avait été son seul véritable refuge, qu'elle en ait conscience ou non, Lilian retourna dans le coin de la chambre d'enfant. Pas de thème sophistiqué, pas de décoration coûteuse, juste des étagères propres et des couches soigneusement rangées. Elle ramassa de nouveau le petit body et le plia d'une main ferme, contrastant avec les tremblements qui l'envahissaient. Elle réfléchit à la place de chaque jumeau dans chaque tiroir, car si elle s'arrêtait, elle risquait de s'effondrer. Son corps la faisait souffrir de cette manière si intime et profonde propre à la grossesse. Chaque respiration était un effort. Elle ne se plaignait pas. Jamais. Derek avait plaisanté un jour avec ses amis en disant qu'elle était facile à vivre, et ils avaient ri comme si c'était un compliment. Ils n'avaient jamais compris que Lilian avait simplement appris à assumer ses responsabilités sans chercher à se faire remarquer. Elle pensait que le mariage se construisait discrètement. Elle pensait que la fidélité était un choix quotidien. Elle croyait que l'amour n'avait pas besoin de témoins. Derek se déplaçait dans la maison comme un homme déjà parti, consultant son téléphone, ajustant sa montre, jetant un coup d'œil à son reflet dans la vitre comme s'il s'entraînait à paraître important. Lilian l'observait et sentait une étrange distance s'installer, comme l'espace entre deux êtres qui avaient autrefois partagé une seule vie. Elle reparla de sa mère plus tard, d'une voix plus douce. « Je devrais fouiller dans ses affaires, dit-elle. Je ne sais même pas où elle rangeait ses papiers. » Derek laissa échapper un bref soupir. « Toi et ta nostalgie de petite ville, » marmonna-t-il, un sourire en coin, comme si son chagrin était une habitude agaçante. « Fais ce que tu as à faire. J'ai un événement d'entreprise qui approche. C'est important. Marissa attend des résultats. Un événement important. » Lilian n'a pas demandé qui serait là. Elle n'a pas demandé pourquoi il ne quittait jamais son téléphone. Elle n'a pas demandé pourquoi sa patience s'amenuisait. Parce qu'elle voulait la paix. Parce qu'elle pensait que la paix pourrait sauver l'amour. Sur une étagère de la chambre de Lilian trônait un petit téléphone portable, un vieux modèle, jamais vraiment chargé, jamais jeté. Il avait appartenu à Joséphine. Des années auparavant, Joséphine le lui avait glissé dans la main. « Garde-le chargé, au cas où », avait-elle dit. « S'il y a quelque chose d'important à savoir sur moi, tu appelleras ce numéro. » Lilian avait bien l'intention de le brancher. La vie a repris son cours. Elle a changé de téléphone. L'ancien est devenu un objet sentimental, loin de l'utilité d'un numéro d'urgence comme Joséphine l'aurait souhaité. Un jour, Lilian a voulu le donner à Derek pour qu'il le recycle. Il a ri. À quoi bon garder des vieilles choses? Lilian l'a gardé malgré tout. Elle ne savait pas vraiment pourquoi. Elle savait seulement que s'en séparer lui semblait une erreur. Cette nuit-là, Lilian finit par s'endormir, une main posée sur son ventre, comme si son simple contact pouvait protéger les jumeaux du monde. Derek était allongé à côté d'elle, éveillé. Son téléphone s'alluma. Un message de Marissa Conway, sa riche patronne, celle dont il recherchait l'approbation comme une bouée de sauvetage, s'affichait. Il disait « Il faut qu'on parle de ta femme ». Le visage de Derek était impassible, son pouce planait au-dessus de l'écran, comme plongé dans les rouages silencieux de la vie secrète de Joséphine. La première lettre scellée de sa succession avait déjà été expédiée, à destination de l'adresse conjugale que Lilian croyait encore sûre. La première chose que Lilian remarqua fut la façon dont Derek tenait son téléphone. Non pas sa main, mais la sienne. Il le gardait comme un secret, le pouce suspendu, les yeux rivés sur le téléphone à chaque vibration. Et quand Lilian lui demanda doucement si ça allait, le sourire de Derek apparut trop vite, trop net. Il répondit que oui, mais sa voix portait cette pointe d'amertume qui signifiait « Ne posez plus la question, car quelque chose avait changé après ce message la veille. Il faut qu'on parle de ta femme. » Lilian ignorait le nom qui y était associé. Elle n'en percevait pas la puissance sous-jacente. Elle savait seulement que Derek s'était tu, d'une manière qui semblait délibérée. Ce soir-là, il s'habilla comme un homme s'apprêtant à entamer une nouvelle vie. « C'est important », lui dit-il en ajustant sa veste devant le miroir. «
C'est une soirée de levée de fonds et de réseautage pour l'entreprise. Les apparences sont importantes. Ne me mettez pas dans l'embarras, d'accord? Ne le mettez pas dans l'embarras non plus. Le visage de Lilian restait impassible, mais intérieurement, une angoisse la tenaillait. Elle était enceinte de jumeaux, portait 2 cœurs qui battaient, et on lui parlait encore comme à un danger. Mais elle acquiesça tout de même, car toute sa vie lui avait appris à garder le silence, même au prix de sa dignité. Elle avait choisi une robe simple, épurée, douce et confortable, sans paillettes ni fioritures. Elle ne cherchait pas à rivaliser. Elle ne cherchait pas à se faire remarquer. Elle voulait simplement être aux côtés de son mari et sentir qu'ils formaient toujours une équipe. Mais dès qu'ils entrèrent, Lilian comprit. Cette salle n'était pas faite pour les équipes. Elle était faite pour les vainqueurs. L'assurance se portait comme un parfum. Les rires étaient travaillés. Les sourires, des armes. Les appareils photo étaient partout, petits, intégrés au téléphone, cachés, toujours pointés vers le haut, là où se mesurait le statut social. Et au centre de tout cela, il y avait Marissa Conway. Marissa Conway avait 38 ans. Elle était la supérieure de Derek, une de ces femmes d'affaires fortunées qui n'avaient pas besoin de se vanter, car tout le monde parlait déjà d'elle. Elle affichait le calme de celle à qui l'on n'avait jamais dit non de façon significative. Son rôle ne se limitait pas à celui de chef. Elle contrôlait la carrière de Derek, ses promotions, sa réputation, son ambition, et Derek, en manque de reconnaissance, considérait son approbation comme la preuve qu'il était enfin en train de devenir quelqu'un. Marissa ne se pressait jamais. Elle n'en avait pas besoin. Elle se tenait exactement là où les caméras se pointaient naturellement vers elle. Son verre de champagne intact, son visage impassible. La puissance ne criait pas en elle. Elle était palpable, lourde et silencieuse, comme si elle régnait sur l'air. Quand Derek arriva avec Lilian, le regard de Marissa se porta sur elle comme on regarde les étiquettes. D'abord, la robe, simple, épurée, sans logo, qui appelait l'admiration. Puis, le corps de Lilian, enceinte, lourd de jumeaux, se mit à bouger plus lentement. Le sourire de Marissa ne s'élargit pas. Il se durcit. Marissa salua Derek la première. « Derek », dit-elle chaleureusement. Professionnellement, comme une femme qui lui offre un avenir. Sa main effleura son bras une demi-seconde de trop. Derek se redressa comme si ses doigts l'avaient électrocuté. Marissa se tourna alors vers Lilian. Son regard parcourut le visage de Lilian avec une expression agréable et obsessionnelle, comme si Lilian était un CV qu'on avait déjà décidé de ne pas lire. « Alors c'est elle », dit Marissa. Non pas une question, ni de la curiosité, mais une conclusion. Lilian lui tendit la main, comme le font les gens bien. Marissa regarda la main et laissa passer un bref silence, juste le temps que le message soit compris. Le regard de Marissa glissa alors vers la chaise à côté de Derek, celle de Lilian, et Marissa s'y assit. Ce ne fut ni théâtral, ni bruyant. Ce fut précis et naturel. Pendant une fraction de seconde, Derek hésita. Lilian perçut cette hésitation, cette lueur de doute. Devrais-je? Avant que l'ambition ne prenne le dessus, Derek laissa faire. Il ne proposa pas sa place à Lilian. Il ne dit pas « c'est chez ma femme ». Il se tourna simplement vers Marissa, souriant comme s'il avait été choisi. Lilian se leva. Quelques personnes le remarquèrent. D'autres firent semblant de ne rien voir. Quelqu'un chuchota à quelqu'un d'autre. Les téléphones, légèrement inclinés vers le haut, laissaient apparaître des écrans lumineux, prêts à immortaliser ce spectacle humiliant. Lilian sentit la chaleur lui monter aux joues, mais elle garda son calme. Elle pouvait rester calme. Elle avait toujours été calme. Marissa se pencha vers Derek et murmura quelque chose qui le fit rire. Lilian n'entendit pas les mots, mais elle en comprit le sens. « Tu n'as pas ta place là où réside le pouvoir. » Les conversations fusaient autour de Lilian comme des rivières. On lui parlait par-dessus, autour d'elle, à travers elle, comme si elle était de verre. Lorsqu'elle tenta d'ajouter une petite remarque, quelque chose de poli et sans risque, Derek la coupa d'un sourire crispé. « Tu ne comprendrais pas ça, » dit-il d'une voix juste assez forte pour piquer. Ce n'était pas un cri. Ce n'était pas nécessaire. C'était le genre d'humiliation qui laissait les gens se demander s'ils ne rêvaient pas. Marissa observait, savourant le spectacle.
Son regard fixait Lilian comme celui d'un chasseur fixe sa proie. Calme, patient, sûr de lui. Plus tard, tandis que les cadres discutaient des budgets et des rationalisations, Marissa glissa nonchalamment des mots comme « audit » et « flux de trésorerie », avec l'aisance d'une femme qui savait faire passer les chiffres pour de la morale. Parfois, disait-elle, les responsabilités se dissimulent sous un masque de loyauté. Au moment où elle prononça ces mots, son regard se posa sur le ventre de Lilian. Instinctivement, la main de Lilian se pressa contre son ventre, comme pour la protéger. 2 petits coups de pied répondirent, comme si les jumeaux lui rappelaient qu'elle n'était pas seule. Derek ne s'en aperçut pas, ou peut-être l'avait-il remarqué sans y prêter attention. Le dîner fut annoncé. Les convives se dirigèrent vers les tables. Lilian supposa qu'on la conduirait à s'asseoir à côté de son mari, mais un jeune assistant s'approcha avec un sourire poli qui n'en avait rien. « Madame, dit-elle doucement, pourriez-vous rester ici un instant ? Nous réorganisons les places pour les cadres supérieurs et les associés. Veuillez rester ici. » Lilian regarda Derek. Il allait sûrement prendre la parole. Il allait sûrement dire « c'est ma femme ». Derek ne se retourna même pas. Marissa, si. Le regard de Marissa en disait long. Tu vois, même lui sait où est ta place. Lilian restait là, entourée de ses serveurs, tandis que les assiettes étaient dressées pour les autres. Elle observait les rires fusés d'une table à l'autre, Derek se penchait vers Marissa, et l'espace vide à côté de lui, comme une déclaration. Personne ne la défendait. Le silence était devenu complice. Plus tard, Marissa leva son verre. Le silence retomba. Les téléphones se soulevèrent légèrement. L'attention se concentra autour d'elle comme attirée par la gravité. À la clarté, dit Marissa, à l'efficacité, et au courage de se défaire de ce qui ne contribue plus à la croissance. Des murmures. Approbation. Sourire. Teinter les verres. Les yeux de Marissa ne quittèrent pas Lilian. Derek applaudit le premier. Lilian, non. Ses doigts, crispés le long de son corps, paraissaient immobiles, mais tremblaient intérieurement. Ce n'était pas seulement de la jalousie qu'elle ressentait. C'était de la reconnaissance. La reconnaissance de ce dont sa mère l'avait un jour mise en garde. Comment certaines personnes pouvaient vous regarder et vous considérer comme jetable. Alors que la nuit touchait à sa fin, Derek marchait devant Lilian, déjà absorbé par la conversation, se déplaçant déjà comme si elle ne lui était pas attachée. Marissa s'approcha d'elle, dépassant Lilian avec une assurance ostentatoire. Elle la frôla comme par hasard, puis murmura d'une voix presque bienveillante, presque comme un conseil. La maternité rapetisse les femmes. Tu verras. Lilian eut un hoquet de surprise. Non pas de peur, mais de la reconnaissance. Car à cet instant, elle comprit que Marissa ne cherchait pas simplement à séduire Derek. Marissa observait Lilian, élaborant des plans en fonction d'elle. Et Derek, son mari, laissait faire. De retour à la maison, Derek ne demanda pas à Lilian si elle allait bien. Il se précipita sur son téléphone. Lilian, debout sur le seuil, le regarda taper avec l'urgence d'un homme protégeant ce qui lui est le plus précieux. Puis elle vit l'écran s'illuminer à nouveau. Le nom de Marissa. Un autre message. Bref, froid, un ordre, pas une conversation. Demain, je passerai à la maison. On réglera ça comme il se doit. La mâchoire de Derek se crispa, et pour la première fois, il regarda Lilian non pas comme une épouse, mais comme un problème à résoudre. Et quelque part au plus profond de la mémoire de Lilian, la voix de sa mère résonna comme un avertissement qu'elle avait trop longtemps ignoré. Les gens vous en veulent pour ce qu'ils pensent que vous possédez. Lilian l'ignorait encore, mais le lendemain ne serait pas consacré au travail. Il s'agirait de l'effacer. Et tandis qu'elle éteignait la lumière de sa chambre, elle remarqua que Derek avait verrouillé son téléphone avec un nouveau mot de passe, comme s'il se préparait à une guerre dont elle ignorait même l'existence. Les papiers l'attendaient déjà, étalés sur la table de la cuisine comme un verdict. Lilian entra et s'arrêta net, le souffle coupé. Pendant une fraction de seconde, son esprit refusa de nommer ce qu'elle voyait. Des déclarations imprimées, des passages surlignés, un dossier portant le logo de l'entreprise, et Marissa Conway, debout chez elle, comme si elle en était la propriétaire. Marissa, 38 ans, la riche patronne de Derek, était appuyée contre le comptoir, le regard calme et la posture impeccable,
comme si elle s'était simplement trompée de maison et avait décidé de rester. Elle tenait une fine tablette à côté d'elle, le visage impassible, la bouche détendue, sans culpabilité ni excuse, juste une maîtrise de soi. À côté des papiers était assise Karen Mullen, la mère de Derek, la soixantaine, le visage anguleux, vêtue comme pour une audience au tribunal. Karen n'était pas une simple visiteuse dans ce mariage. C'était une juge qui s'estimait en droit de condamner les gens. Derek les suivait de près, téléphone à la main, la mâchoire serrée. Il ne regardait pas Lilian comme un mari regarde sa femme. Il la regardait comme si elle était un problème qui avait enfin pris une tournure officielle. Les jumeaux de Lilian frémirent, une lente vibration se fit sentir dans son ventre. Son corps sentait que quelque chose clochait avant même que son esprit ne comprenne. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle d'une voix faible mais assurée. Personne ne lui répondit directement, car les accusations n'étaient pas formulées comme des questions, mais comme des conclusions. Karen tapota une page du bout des ongles, les lèvres pincées dans une sorte de satisfaction morale. Elle détournait de l'argent, dit Karen d'un ton récité. De petites sommes prélevées sur le compte joint, suffisantes pour dissimuler de l'argent et faire passer Derek pour un irresponsable au travail. Lilian fixa la page. Son nom y figurait. Les numéros de son adresse semblaient familiers, mais pas le numéro de compte. Le schéma était étrange. Les descriptions de la mutation ne correspondaient en rien à ce qu'elle avait fait. Sa gorge se serra. Elle tenta de parler, de demander à Derek de regarder de plus près, de se fier à ses propres yeux pour une fois. Mais le regard de Derek la contourna et se posa sur Marissa, comme si son approbation importait plus que la vérité. « Tu as dit que les RH avaient signalé ça », dit Derek à Marissa, d'une voix basse et pressante. Marissa hocha légèrement la tête, presque ennuyée. « J'ai dit que le service financier avait signalé des transferts personnels irréguliers susceptibles d'exposer des risques. » Elle se corrigea d'un ton assuré. « Je vous ai apporté le document interne pour que vous compreniez la gravité de la situation. Si cela s'aggrave, les ressources humaines devront intervenir. » Elle le dit comme si c'était officiel, comme si elle leur rendait service en réglant la question de manière informelle, autour de leur table de cuisine. Lilian sentit un frisson la parcourir. Marissa n'était pas là simplement en tant que femme. Elle était prisonnière du langage d'un système, de tableurs, de logos, d'audits internes, de la pression sociale. Et pour Derek, cela signifiait qu'elle avait le droit de définir la réalité. Lilian fit un pas prudent en avant. Ce n'est pas comme si. Karen l'interrompit sans même la regarder. Arrête. Ne te ridiculise pas. Tu te ridiculises. Lilian cligna des yeux, abasourdi de la rapidité avec laquelle la pièce était devenue un lieu où sa voix ne comptait plus. Derek se tourna enfin vers elle, le regard perçant d'une haine pire que la colère, comme si croire qu'elle pouvait se défendre était une insulte. « Je t'ai porté, dit-il. Tu n'étais rien avant moi. Tu ne comprends même pas comment fonctionnent les comptes. Et maintenant, regarde. » Ces mots résonnèrent comme une gifle, même si sa main ne bougea pas. Lilian sentit son visage s'empourprer, puis s'engourdir. Le vide l'envahit. Elle eut envie de rire, car elle avait été une personne entière avant de rencontrer Derek. Mais elle ne rit pas. Elle ne le pouvait pas. Elle avait la gorge serrée. Marissa observait, les bras croisés, le visage impassible. Elle semblait presque satisfaite, comme si c'était le moment qu'elle avait préparé depuis la collecte de fonds. Silencieusement, avec précaution, telle une joueuse d'échecs plaçant ses pièces, Lilian tendit la main vers les papiers, ayant besoin de les tenir pour se convaincre qu'elle ne rêvait pas. Derek fit tomber la pile de la table d'un geste brusque. Les pages s'éparpillèrent au sol comme des oiseaux blessés. « N'y touche pas, lança-t-il. Tu vas les contaminer. On en a besoin comme preuve. » Contaminée ? Comme si elle était impure, comme si elle était le crime. Les mains de Lilian se figèrent. Elle sentait tous les regards peser sur elle. Le regard glacial de Karen, le regard calme de Marissa, la colère de Derek. Même la cuisine semblait avoir pris parti. Karen se leva et s'approcha, baissant la voix pour feindre l'inquiétude. « La grossesse rend les femmes instables », dit-elle comme si elle mettait Derek en garde contre un animal dangereux. On l'avait prévenu. Le cœur de Lilian se mit à battre la chamade. Nous l'avions prévenu,
Comme si cela avait été convenu. Comme si ce moment avait été planifié entre eux, quelque part dans son dos. Pendant qu'elle pliait des vêtements de bébé et croyait au mariage, Marissa acquiesça d'un petit signe de tête silencieux. Lilian se baissa lentement pour ramasser les pages tombées. Son dos la faisait souffrir, ses jumeaux la serrant fort, mais elle se força à bouger avec précaution. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de paniquer. En rassemblant les documents, son regard fut attiré par un détail infime, une erreur de mise en page, un détail imperceptible pour la plupart des gens, l'espacement de l'entête, l'alignement du résumé d'audit avec les marges. Lilian avait déjà vu ce modèle précis sur l'ordinateur portable de Derek, lorsqu'il travaillait tard sur les documents du service qu'il avait laissé ouverts. Ce modèle provenait du service de Marissa, pas d'un système RH neutre. Lilian ne le dit pas à voix haute. Pas encore. Le climat était trop pesant pour dire la vérité. La vérité serait étouffée, alors elle le mémorisa. La disposition des caractères, la couleur de surbrillance, le style d'écriture de l'évaluation interne. Si elle survivait à ce moment, elle aurait besoin de chaque détail. La voix de Derek s'éleva de nouveau. « Je te faisais confiance », dit-il d'une voix trop forte, trop théâtrale. Il voulait donner l'impression d'avoir raison. « Et c'est ce que tu fais pendant que je travaille, pendant que j'essaie de construire un avenir. » Lilian leva les yeux vers lui, les mains dans les papiers. « Un avenir. » Il le dit comme si elle n'en portait pas un seul. Marissa s'approcha, ses talons résonnant silencieusement sur le carrelage, et parla d'une voix qui se voulait raisonnable. « Derek, dit-elle doucement, comme pour calmer un enfant. On va faire les choses dans les règles. Procédure administrative. Fixer des limites. Tu ne peux pas laisser quelqu'un créer ce genre d'instabilité à la maison. Des limites. » L'estomac de Lilian se noua. Les jumeaux donnaient des coups de pied plus forts, agités. Elle respirait profondément, refusant de laisser paraître sa douleur. Karen esquissa un sourire. « C'est un fardeau, » dit-elle, indifférente. « Ça l'a toujours été. » Derek ne protesta pas. C'était le plus bruyant. Lilian se leva lentement, une main appuyée sur la table. Son regard passa de Karen à Marissa, puis à Derek. Elle aurait voulu demander. Quand avez-vous décidé que j'étais votre ennemi? Mais elle connaissait déjà la réponse. Ils avaient pris leur décision dès l'instant où elle serait devenue vulnérable. Ce soir-là, une fois le calme revenu dans la maison, Lilian resta assise seule, son téléphone à la main. Derek était entré dans la chambre sans lui adresser la parole, comme s'il l'avait déjà classée dans la catégorie « affaires réglées ». Lilian tenta de consulter le compte joint, juste pour respirer, juste pour se rassurer. Elle pourrait encore acheter des couches, des médicaments, protéger les jumeaux si Derek persistait dans son comportement agressif. L'écran chargea, puis une seule ligne apparut, compte fermé par un utilisateur autorisé. Elle sentit son cœur se serrer. Avant qu'elle puisse bouger, son téléphone vibra de nouveau. Un numéro inconnu, cette fois. Un message, aucun nom. C'est fini. N'en rajoute pas. Les mots étaient de Derek. L'absence de nom était intentionnelle. Lilian fixa les mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent. Et, au milieu du silence de la maison, elle entendit la voix de Derek dans le couloir, basse et pressante, comme s'il s'adressait à quelqu'un de plus important qu'elle. Demain, il semblait qu'il comptait officialiser les choses devant tout le monde. Le micro grésilla, un son strident et désagréable, et toute la pièce tressaillit. Lilian Foster s'est figée, le souffle coupé, comme si elle avait été plongée sous l'eau. Son cœur a fait un bond lorsque Derek Combe a levé le micro qui devait servir pour un toast. Le public s'est tu, comme lorsqu'il sent le sang couler. Les téléphones étaient déjà à moitié levés, les yeux brillants du frisson d'assister à la chute d'une vie. Ils appelaient ça un dîner de célébration, un mélange de réunions de famille et d'événements professionnels. Les collègues de Derek, le cercle de Marissa, quelques proches, assez de monde pour que l'humiliation paraisse officielle. Derek se tenait droit, les épaules carrées, avec le visage d'un homme qui se croyait enfin maître de la situation. Il ne jeta même pas un coup d'œil à Lilian. Il fixait le vide, comme si elle n'était pas concernée par la conversation. « Je demande le divorce », annonça-t-il, avec effet immédiat. Un silence, des halètements, quelques rires nerveux qui s'éteignirent aussitôt, faute de réaction. Lilian sentit son estomac se nouer,
ses jumeaux se contractant sous le choc qui la traversait. Elle sentit la pièce vaciller, comme si le sol reposait sur des mensonges et que quelqu'un venait d'en arracher les poutres. La voix de Derek monta en puissance, plus assurée, comme s'il se nourrissait du silence. Elle est un fardeau, financièrement, émotionnellement, professionnellement. Je ne peux plus la laisser me miner. Un fardeau, pas une épouse, pas la mère de ses enfants. Un fardeau. Et juste à côté de lui se tenait Marissa Conway, sa riche patronne, celle qui avait été présente à chaque étape de ce délitement. La main de Marissa reposait sur le dos de Derek, non pas une étreinte, mais plutôt une marque d'appropriation. Son sourire était discret, maîtrisé, satisfait. Derrière eux, Karen Mullen affichait un sourire approbateur, comme si elle attendait cette annonce avec autant d'impatience qu'un dessert. Les oreilles de Lilian bourdonnaient. Son esprit cherchait la logique. Cela ne pouvait pas se passer ainsi. Pas ici. Pas devant tout le monde. Mais Derek agissait ainsi précisément parce que c'était le but recherché. L'humiliation publique n'était pas une erreur pour lui. C'était une mise en scène. Lilian fit un pas en avant. Elle ne voulait pas se battre. Elle voulait comprendre. Elle voulait dire « Je porte vos enfants ». Elle aurait voulu dire « Vous n'êtes pas obligé de faire ça ». Mais avant même qu'elle ait pu ouvrir la bouche, 2 agents de sécurité se sont interposés. Des agents de sécurité de l'événement, pas des gardes du corps, juste des hommes en polos assortis, engagés pour la sécurité ce soir-là. Leurs visages étaient impassibles, comme ceux qu'on a quand on est payé pour obéir. L'un d'eux a levé légèrement la main, sans la toucher, se contentant de la bloquer comme un mur. « Madame, dit-il doucement, vous devez reculer. » Monsieur Combe a demandé que les discours ne soient pas interrompus. Reculer. Lilian regarda Derek par-dessus son épaule. Son regard suppliait sans rien demander. Derek ne bougea pas. C'est alors qu'elle comprit la chose la plus cruelle. Les ordres avaient déjà été donnés. Ce n'était pas une décision prise sur le coup. C'était arrangé, coordonné, planifié. Un éclat de rire s'éleva du fond de la salle. Trop fort, trop gênant. Puis des chuchotements, puis le bourdonnement des appareils d'enregistrement. La foule s'était transformée en public. La voix de Karen s'éleva de son siège, douce et tranchante à la fois. « Ne fais pas d'esclandre, Lilian, » dit-elle, comme si Derek ne tenait pas le micro comme une arme. Marissa se pencha vers Derek et murmura quelque chose. Lilian n'entendit pas les mots, mais le visage de Derek se crispa de satisfaction. Il était manipulé comme une marionnette qui se prenait pour un roi. Lilian tenta de nouveau d'avancer. Les gardes du corps se déplacèrent avec elle. Marissa ne détourna pas le regard. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait que Lilian n'avait nulle part où aller dans cette pièce. Derek baissa alors le micro et parla sans. Sa voix portait encore suffisamment. « C'est fini, » dit-il d'un ton glacial. « Tu ne me fais plus honte. C'est moi qui le fais honte. » La gorge de Lilian brûlait. Elle inspira lentement et de force, essayant de calmer ses jumeaux. Ses mains tremblaient le long de son corps, mais elle ne les leva pas. Elle refusait de paraître désespérée devant ceux qui en avaient l'eau à la bouche. C'est alors que la première valise atterrit dehors. Un bruit sourd. Puis une autre. Quelqu'un avait ouvert la porte d'entrée. Quelqu'un était monté à l'étage. Quelqu'un avait pris les affaires de Lilian comme des ordures et les avait jetées sur la pelouse. Le bruit des valises s'écrasant au sol était étrangement fort. Comme une ponctuation finale. Les jambes de Lilian ont bougé avant même qu'elle ait compris. Elle s'est retournée et a marché vers la porte. Pas vite, pas paniquée, car elle ne pouvait pas se permettre de tomber. Pas comme ça. Pas enceinte. Pas devant eux. Dehors, l'air était plus froid qu'il n'aurait dû l'être. Ses valises, posées sur l'herbe, témoignaient qu'elle n'avait plus sa place ici. Et là, près de la porte, se tenait Marissa, vêtue du peignoir de Lilian. Pas un peignoir identique, pas un neuf. Lilian reconnut le petit fil qui dépassait de la manche. C'était elle qui l'avait cousu 2 semaines plus tôt, pendant que Derek était en réunion. À un moment donné, alors que Lilian était surveillée à l'entrée par la sécurité, Marissa était montée discrètement à l'étage, s'était changée, puis était ressortie comme si la maison lui appartenait déjà. Marissa ajusta lentement la ceinture de sa robe, les yeux pétillants d'une cruauté calme.
Alors, c'est ici que nous allons vivre, dit-elle d'un ton léger, jetant un coup d'œil autour d'elle comme si la maison avait déjà changé de propriétaire. Lilian la fixa, abasourdie. Un instant, elle resta figée, non par faiblesse, mais parce que l'audace de la chose était irréelle. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était un remplacement. Marissa ne s'emparait pas d'un homme discrètement. Elle entrait dans la vie de Lilian et l'essayait comme une robe. Derrière elle, les gens sortaient pour observer voisins, invités, partenaires professionnels élégamment chaussés et le visage curieux. Certains feignaient l'inquiétude. D'autres ne prenaient même plus la peine de feindre. Les téléphones sonnaient à plein régime. L'humiliation n'était pas accidentelle. Elle était consignée. La trousse médicale de Lilian était toujours là, celle qui contenait son dossier prénatal, ses vitamines et les numéros d'urgence que son médecin insistait pour qu'elle garde. Sa main se porta de nouveau à son ventre, où les jumeaux s'agitaient, agités. « J'ai besoin de ma trousse », dit-elle d'une voix tremblante malgré ses efforts. « Ma trousse médicale. » Derek suivit Marissa comme son ombre. Il regarda Lilian comme si elle réclamait le luxe au lieu des soins de base. « Quoi encore ?» lança-t-il sèchement. « Tu réagis toujours de façon excessive. » Exagéré ? Les yeux de Lilian s'écarquillèrent. « Je suis enceinte, » dit-elle, les mots sortant plus abruptement qu'elle ne le pensait. « De tes enfants, » rétorqua Derek, la bouche crispée. Il s'approcha et ses mains jaillirent, lui agrippant le bras avec une telle force qu'elle haleta. « Tu n'es plus mon problème, » dit-il entre ses dents. Lilian tenta de se dégager. Une douleur fulgurante lui traversa le bras, puis le flanc. Instinctivement, elle porta la main à son ventre. La gifle claqua violemment, un bruit sec qui résonna dans la cour. Sous la violence du choc, la tête de Lilian se tourna brusquement. Un instant, elle vit des étoiles, puis le silence. Un silence total. Personne ne cria. Personne ne bougea. Personne ne fit un pas en avant. Les téléphones continuaient d'enregistrer. Une femme, au fond de la salle, tressaillit et fit un demi-pas en avant. Mais Karen lui saisit le poignet et la retint en murmurant « C'est une affaire de famille. » Ne t'en mêle pas. Marissa ne broncha pas. Elle se contenta de regarder, le regard fixe, comme si on donnait une leçon en public. La voix de Karen parvint de l'embrasure de la porte, satisfaite et calme. « Elle l'a bien cherché, » dit-elle, comme si elle décrivait un désordre sur le sol. La joue de Lilian s'empourpra. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Elle sentait le goût métallique du sang là où elle s'était mordu l'intérieur de la bouche. Elle regarda Derek une dernière fois, attendant quelque chose, du regret, de l'hésitation, une lueur d'humanité. Il n'y eut rien. À cet instant, son cœur cessa de lutter pour sauver leur mariage. Pieds nus dans l'herbe, elle se pencha lentement, soulevant une valise après l'autre. Chaque mouvement était douloureux. Elle avait le ventre lourd, menaçant, mais elle continuait d'avancer car s'arrêter signifiait s'effondrer. Un moteur de voiture ronronnait doucement de l'autre côté de la rue. Lilian leva les yeux. Une berline noire était garée là, au ralenti, suffisamment loin pour passer inaperçue aux yeux de la plupart des gens. À l'intérieur, quelqu'un était assis, immobile, observant la scène comme si elle avait une importance particulière. Lilian ne reconnut pas le visage à travers la vitre. Mais la sensation qui la saisit fut immédiate et étrange, comme si elle était observée par quelqu'un qui en savait plus sur sa vie qu'elle-même. Quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, était connecté au monde secret et précieux de Joséphine. L'homme dans la berline leva son téléphone, non pas pour bavarder, mais pour enregistrer. Ses gestes étaient fermes et professionnels, comme si elle suivait des instructions. Alors que Lilian s'installait dans sa voiture, tremblante, elle ne vit pas le sourire satisfait de Marissa s'effacer pour la première fois, juste un instant, comme si Marissa avait elle aussi remarqué la berline et qu'elle ne lui plaisait pas. Quelque part, une lettre de succession scellée, adressée à Lilian, avait déjà été livrée à cette maison et signée par une autre personne, et quelqu'un à l'intérieur était prêt à s'assurer qu'elle n'y touche jamais. L'enveloppe semblait plus lourde que du papier. Marissa Conway la serrait entre ses doigts comme si elle risquait de tacher sa peau, seule près de la cheminée du salon, tandis que la maison se vidait enfin de ses invités et du bruit. La robe de chambre nouée autour de sa taille, celle de Lilian, exhalait encore une légère odeur de lessive et une autre plus douce, une odeur domestique.
Marissa n'y prêta pas attention. Elle ignora tout ce qui n'était pas utile. L'enveloppe était épaisse, scellée, officielle, le genre de courrier qu'on ne recevait pas souvent. Elle était arrivée plus tôt dans l'après-midi par coursier, pendant que Lilian se préparait à l'étage et que Derek faisait semblant de gérer les traiteurs devant la maison. On avait sonné. Marissa avait ouvert la porte comme si c'était déjà chez elle. Elle avait signé la tablette d'un geste assuré. Le coursier ne lui avait rien demandé. Quelques heures plus tard, elle retourna l'enveloppe à la lumière du lampadaire. Sur le devant, imprimé proprement à l'encre noire, on pouvait lire « À l'attention de Mademoiselle Lilian Foster-Ray, succession de feu Joséphine Conley ». Marissa plissa les yeux. Derek avait dit que la mère de Lilian était une femme simple, de province, sans rien d'exceptionnel. Derek l'avait affirmé comme une évidence, comme s'il avait lui-même vécu la vie de cette femme. Mais Marissa avait appris depuis longtemps que les hommes comme Derek répétaient tout ce qui les confortait dans leur sentiment de supériorité. Ils ne vérifiaient pas. Ils n'enquêtaient pas. Ils croyaient simplement ce qui flattait leur ego. Marissa passa un ongle sur le seau. Elle n'avait pas besoin d'un couteau. Elle n'avait pas besoin de permission. Elle était entrée chez Lilian comme si elle y avait toujours été. Elle avait vu Derek gifler une femme enceinte en public sans éprouver la moindre peur. Cela signifiait que la maison lui appartenait déjà, du moins aux yeux de Derek. Alors, elle ouvrit l'enveloppe. Son regard parcourut rapidement la première page, cherchant des chiffres, des noms, le moindre indice qui puisse expliquer le prix exorbitant du papier, la langue si soigneusement employée. Puis elle retint son souffle. Marissa ne laissa pas échapper un soupir, mais une tension étrange et soudaine se fit sentir en elle. Des mots lui revinrent immédiatement à l'esprit, fiducie, dirigeant, bénéficiaire. Et un autre nom, imprimé en lettres capitales, semblait être le centre de l'univers. Lilian Foster. La bouche de Marissa se dessécha. Pendant une demi-seconde, elle resta immobile, à l'écoute du silence qui régnait dans la maison. Derek était de nouveau au téléphone dans une autre pièce, savourant sans doute sa liberté retrouvée, persuadé d'avoir enfin trouvé sa voie. Marissa ne partageait pas son enthousiasme. L'enthousiasme était pour ceux qui ne comprennent rien au risque. Elle lut plus vite. La lettre ne contenait pas un compte rendu détaillé. Pas encore. C'était une notification, un avis officiel indiquant que le cabinet d'avocats représentant le Foster Global Trust avait tenté de contacter Joséphine Conley pour l'informer que la procédure successorale progressait et que la destinataire, Lilian Foster, devait répondre sous peu. Pour accéder aux instructions suivantes, le regard de Marissa glissa vers le bas et s'arrêta sur le nom du cabinet d'avocats en bas de la page. Pas un petit cabinet de quartier. Pas le genre d'endroit qui traite les testaments ordinaires. Un cabinet sérieux, jouissant d'une réputation internationale. Le genre de cabinet qui servait des clients dont l'argent influençait discrètement les marchés. Les pensées de Marissa s'aiguisent, froides et rapides. Et si Joséphine Conley n'était pas celle que Derek prétendait ? Et si Lilian n'était pas celle qu'il croyait ? Et que se passera-t-il si Lilian découvre la vérité après ce que nous lui avons fait ? Elle jeta un coup d'œil dans le couloir. Derek gâcherait tout s'il le savait. Derek paniquerait. Derek parlerait trop. Derek passerait des coups de fil, supplierait, se dénuderait. Et si Lilian cachait quelque chose de plus important, les supplications de Derek risquaient d'attirer l'attention. L'attention était dangereuse. Marissa fixa de nouveau la lettre, puis le feu. Les flammes brûlaient déjà, lentement et régulièrement, projetant une lueur orangée sur les murs, indifférente à ce qu'elle consumait. Marissa hésita une seconde seulement. Puis elle jeta les pages dans les flammes. Le papier se gondola, noircit, se craquela. Si c'est vrai, murmura-t-elle d'une voix basse, presque calme. Elle ne le saura jamais. H s'éleva dans les airs. Une petite partie d'elle contemplait le feu avec une sorte de satisfaction. Non pas par plaisir cruel, mais par goût du contrôle. Le savoir, c'était le pouvoir. Et priver autrui de son savoir, c'était la forme de pouvoir la plus pure qui soit. Derrière elle, le plancher craqua. Marissa se retourna. Derek se tenait là, desserrant sa cravate, l'air satisfait, comme s'il venait de remporter une compétition. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en désignant les flammes d'un signe de tête. L'expression de Marissa resta impassible. « Du courrier indésirable,
dit-elle d'un ton neutre. Sans doute des lettres de condoléances d'un cabinet d'avocats. Tu sais comment les gens réagissent après un décès. Derek haussa les épaules, comme si cela n'avait aucune importance. Bien. Je ne veux pas qu'elle se remette à pleurer. Il faut que ce soit propre. Qu'elle ne se remette pas à pleurer. Marissa l'observa un instant. Cet homme qui avait giflé sa femme enceinte et l'avait traité de fardeau, puis s'était plaint de ses sentiments comme s'ils étaient un inconvénient. Il était utile, certes, mais aussi faible, et les hommes faibles sont faciles à remplacer. Lilian était assise dans sa voiture, les mains tremblantes au point qu'elle tenait à peine ses clés. Sa joue la brûlait là où Derek l'avait frappée. Son bras la faisait souffrir, là où il l'avait agrippée. Les jumeaux la pressaient contre lui, comme pour se cacher à l'intérieur. Elle n'avait pas encore pris le volant. Elle ne pouvait pas, car le silence qui suivait l'humiliation publique était plus assourdissant que l'humiliation elle-même. Il laissait libre cours aux pensées qui l'assaillaient. Comment était-il devenu ainsi? Où l'avait-il toujours été? Et je refusais tout simplement de le voir. Lilian s'essuya le visage du revers de la main et fixa la maison qu'elle avait toujours cru être la sienne. Puis elle se souvint du vieux téléphone de Joséphine, ce téléphone obsolète qu'elle avait conservé des années durant sur une étagère de sa chambre, celui que Derek qualifiait de ferraille. Elle l'avait attrapé instinctivement en faisant ses valises dans la panique, comme si ses mains savaient qu'il avait de l'importance, même si sa raison l'ignorait. Lilian fouilla son sac jusqu'à ce qu'elle sente le téléphone froid et inerte au fond. Elle appuya sur le bouton marche, arrêt. Rien. Elle le brancha au chargeur de voiture, attendit, appuya de nouveau en murmurant. Allez, s'il te plaît. L'écran clignota, puis s'alluma lentement. Une notification de messagerie vocale apparut. Un seul message non écouté. Lilian eut le souffle coupé. L'horodatage lui fit un choc, il y a quelques jours, juste après l'hospitalisation de sa mère. Son pouce hésita. L'horodatage lui fit un choc, il y a quelques jours, juste après l'hospitalisation de sa mère, contactée par un cabinet d'avocats. Lilian fixa l'écran, comme si une explication allait se faire d'elle-même. Pourquoi un cabinet d'avocats appellerait-il ce numéro? Pourquoi aurait-il laissé un message il y a des semaines? Pourquoi n'étais-je au courant de rien? Son pouce se porta sur le bouton « Lecture ». L'écran se figea. Le téléphone resta immobile dans sa main. Le pouls de Lilian battait si fort dans ses oreilles qu'il couvrait tout le reste. Elle appuya de nouveau sur le bouton. Rien. Juste cet écran figé, ce message piège comme si la vérité était juste là. Et quelque chose, le temps, la négligence, ou l'ingérence de quelqu'un d'autre, avait déjà commencé à la lui cacher. De l'autre côté de la rue, la berline noire tournait au ralenti. Tandis que Lilian fixait le message vocal figé, elle ne vit pas la silhouette à l'intérieur de la voiture décrocher son propre téléphone, non pas pour bavarder, mais pour signaler à voix basse que la personne concernée avait quitté les lieux. L'escalade était confirmée. Le prochain message de ce cabinet d'avocats était déjà programmé, et Lilian allait bientôt découvrir à quelle vitesse les mensonges peuvent devenir officiels quand on ignore ses droits. Le message vocal se déclencha enfin, comme une porte qui s'ouvre en grand, puis qui claque, remettant tout en place. Lilian dut attendre. Elle était toujours au volant, le vieux téléphone encore chaud dans sa main, la batterie à peine chargée. Plus tôt, lorsqu'elle avait essayé d'écouter, l'écran s'était figé, laissant le message bloqué. Maintenant que le téléphone était enfin débloqué, ce vieux message du cabinet d'avocats commença à être diffusé. Elle appuya sur lecture. La voix enregistrée était calme, professionnelle, d'un calme presque cruel quand votre vie s'écroule. Ce message est pour mademoiselle Lilian Foster. Je suis monsieur Bennett Swanson. Je vous appelle du cabinet d'avocats qui représente la succession de Joséphine Conley. La gorge de Lilian se serra. Succession. Le mot semblait appartenir à une langue étrangère. Le message se poursuivait. Nous avons entamé la procédure de succession conformément aux instructions de mademoiselle Conley. Nous avons tenté de vous joindre à plusieurs reprises. Une lettre de notification sous pli cacheté a été livrée à votre domicile conjugal et signée. Il est important que vous nous contactiez au plus vite pour accuser réception et discuter des prochaines étapes en tant qu'héritier. Encore Bennett Swanson. Bénéficiaire. Le mot planait comme un corps étranger. Lilian ne pleura pas. Elle ne cria pas.
Elle ne bougea même pas. Assise dans sa voiture, le téléphone collé à l'oreille, longtemps après la fin du message, elle écoutait le silence qui régnait, là où la vérité attendait depuis des semaines, tandis qu'on la rejetait de sa propre vie comme un déchet. Ses joues la brûlaient encore, son bras la faisait toujours souffrir. Les jumeaux s'agitaient en elle, comme s'ils étaient agités, comme s'ils sentaient le corps de leur mère se glacer de compréhension. On avait pris son courrier. On s'était assuré qu'elle ne se doute de rien. Et soudain, la cheminée, le peignoir, Marissa à l'intérieur, les publicités, la façon dont Derek avait laissé faire. Tout s'alignait trop bien pour être une coïncidence. Lilian fixa le pare-brise sombre. La voix de sa mère lui revint en mémoire, douce et menaçante, la liberté est silencieuse. Et Lilian comprit quelque chose qui lui noua de nouveau l'estomac. Joséphine n'avait pas seulement vécu paisiblement. Joséphine s'était préparée en silence. Préparée précisément à ce genre de cruauté. Lilian porta la main à son visage et l'essuya une fois, plus par habitude que par émotion. Ses yeux étaient secs, mais sa respiration était haletante. Chaque inspiration était comme une lutte contre le choc. Elle jeta un coup d'œil au vieux téléphone, le modèle obsolète. Joséphine lui avait dit un jour de le garder chargé au cas où quelqu'un d'important aurait besoin de la contacter à son sujet. Lilian ne comprenait pas encore tout ce que sa mère lui avait caché. Pas encore. Mais elle le comprenait. Si un avocat appelait sa bénéficiaire et parlait de lettres scellées, alors la petite vie de Joséphine n'avait été qu'un mensonge destiné à la protéger, et Marissa Conway venait de réduire à néant une partie de cette protection au profit d'Ash. Les mains de Lilian se crispèrent sur le volant. Elle pouvait soit s'effondrer, soit apprendre à se mouvoir comme sa mère. Silencieuse, prudente, invisible jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Elle ne s'est pas rendue dans un refuge. Elle ne s'est pas réfugiée chez une amie. Elle s'est rendue à l'adresse que Joséphine lui avait donnée des années auparavant, sur une petite carte glissée dans une simple enveloppe. Joséphine avait dit « Seulement si jamais tu en as besoin ». Lilian avait alors ri un peu. « Besoin de quoi ?» Le regard de Joséphine était resté grave. « Besoin d'être cru. » L'immeuble de bureau n'avait rien d'ostentatoire. Pas de sculpture de verre, pas de fontaine de marbre, juste 4 étages de briques et une simple plaque à l'entrée. Lilian, du cabinet d'avocat Newman, sentit son estomac se nouer en sortant. Les jumeaux lui pesaient, la ralentissaient. Son corps réclamait du repos. Son esprit le refusait. À l'intérieur, la salle d'attente sentait le papier et l'air pur. Ni chaleur humaine, ni réconfort, juste du professionnalisme. Une femme leva les yeux de derrière le comptoir. Puis elle la regarda vraiment, ses yeux se plissant comme lorsqu'on reconnaît un visage familier. Elle se leva aussitôt, son visage passant de neutre à concentré. « Lilian », dit-elle doucement, comme si elle la connaissait déjà. Sandra Newman avait une 40aine d'années et était avocate spécialisée en droit de la famille et en protection successorale. Elle n'avait pas la fausse douceur de ceux qui feignent de se soucier des autres. Elle possédait le calme maîtrisé de quelqu'un qui gagnait sa vie en traitant les cas de trahison. Joséphine lui avait fait confiance. Rien que cela la rendait différente. Le rôle de Sandra ne se limitait pas à la paperasserie. Elle était un pilier stratégique. Celle qui savait transformer la douleur en plan. Sandra contourna le bureau et scruta rapidement la situation. Joues meurtries, bras enflés, tension de la grossesse. Lilian se tenait comme si elle luttait pour ne pas s'effondrer. Je me demandais combien de temps ça prendrait, dit doucement Sandra. Ta mère était très précise. La gorge de Lilian se serra. Ma mère. Commença-t-elle. Sandra leva la main, non pour la faire taire, mais pour la soutenir. Je sais, dit-elle. Asseyons-nous. Si vous avez des vertiges, on s'arrête et on appelle votre gynécologue. Pas de panique. Cette attention bienveillante soulagea Lilian. Pour la première fois de la journée, on la traitait comme un être humain. Ni comme un problème, ni comme un accessoire. Elles s'installèrent dans un bureau privé. Sandra proposa de l'eau, des mouchoirs et un fauteuil avec accoudoir. Lilian s'assit, les mains posées sur son ventre. Elle ne parlait pas comme une victime dramatique. Elle s'en tenait aux faits, car les faits étaient plus rassurants que les sentiments à cet instant. Elle raconta à Sandra la collecte de fonds, le fauteuil, le fait de devoir se lever avec de l'aide, les documents d'audit dans la cuisine,
la mère de Derek, la gifle, les valises jetées à la rue, le message vocal bloqué, la mention d'une lettre cachetée signée par quelqu'un d'autre. Les yeux de Sandra ne s'écarquillèrent pas. Elle ne laissa pas échapper un cri. Elle se contenta d'écouter, et l'immobilité de son visage révéla à Lilian une vérité profonde. Ce n'était pas incroyable. C'était familier. Lorsque Lilian eut terminé, Sandra se redressa et dit doucement : « D'accord, on agit proprement. On agit une seule fois. Ta mère savait que ces gens étaient capables de ça. C'est pour ça qu'on est là. » Cette phrase fut comme une bouffée d'oxygène. Sandra tapota son téléphone fixe. « Antonio, dit-elle, j'ai besoin de vous à mon bureau. » Antonio Samson était un détective privé d'une trentaine d'années, un homme qui parlait à voix basse car il n'avait pas besoin de hausser le ton. Son rôle ? Les preuves. De vraies preuves, pas des ragots, pas des sentiments, des éléments qui pouvaient être retenus devant un tribunal et en public. Il arriva dans l'heure qui suivit, portant un fin porte-document et un sac photo. Quand Lilian le vit, elle comprit. Il avait la même sérénité que l'homme dans la berline. « Je surveille déjà la maison, » dit-il d'une voix basse, le regard perçant. « Votre mère m'a demandé d'être prêt à intervenir dès qu'elle aura mis à jour son testament. Elle ne voulait pas s'immiscer dans votre mariage, mais elle se méfiait de l'ambition de votre mari. » Lilian, sur le qui-vive, sentit son cœur s'emballer. Sa mère avait vraiment tout prévu. Antonio étala des photos sur la table. Marissa entrant dans la maison. Marissa récupérant le courrier du facteur. Marissa repartant avec une pile de lettres. Marissa debout près de la cheminée. Un papier à la main. Des flammes se reflétaient dans le verre. Lilian eut de nouveau le souffle coupé. Elle pouvait presque sentir la fumée imaginaire. Elle pouvait presque entendre la voix douce de Marissa, plus tôt. Si c'est vrai, elle ne le saura jamais. Sandra n'a pas réagi émotionnellement. Elle a réagi de manière stratégique. Il nous faudra aussi des preuves financières, dit-elle. Renée Gilbert était une experte comptable judiciaire d'une trentaine d'années, précise et rapide, avec un regard qui semblait pouvoir déceler les mensonges. Son rôle consistait à suivre les transactions, les modèles, les eurodatages et les traces numériques, transformant ainsi toute manipulation en preuve irréfutable. Elle les a rejoints le même après-midi par visioconférence sécurisée, puis en personne 2 jours plus tard, ordinateur portable ouvert, déjà plongé dans un dédale de relevés et de journaux. Le dossier d'audit accusait Lilian de détournement de fonds. Renée affirma que ce modèle était une copie de Conway Strategic Finance, et non des RH. Les métadonnées indiquaient qu'il avait été créé sur un poste de travail de la division de Marissa Conway, puis exporté et imprimé. Cela correspondait aux récentes plaintes de Derek. Lilian sentit ses doigts se crisper. Elle avait déjà remarqué l'anomalie du modèle, mais cette confirmation lui fit éprouver un sentiment nouveau. Non pas de l'espoir, mais du pouvoir. Sandra fit glisser une pile de papiers vers Lilian. Les papiers du divorce, une procédure simple, sans drame ni vengeance, claire et maîtrisée. C'est la première étape, dit Sandra. On dépose les documents. On demande des ordonnances de protection. On place les biens communs et les enfants sous protection judiciaire. Ensuite, on se coordonne avec les avocats chargés de la succession. L'équipe de votre mère en charge du trust sera pleinement impliquée maintenant qu'il y a des preuves d'ingérence dans les communications avec les correspondants successoraux. Lilian fixait les papiers. Derek avait tenté de l'effacer. À présent, elle s'inscrivait dans une nouvelle réalité. Sa main trembla légèrement lorsqu'elle prit le stylo. Puis elle le stabilisa. Pour la première fois depuis son expulsion, la voix de Lilian se fit ferme. « Ils voulaient que je me taise, » dit-elle. « Montrons-leur ce qu'ils ont raté. » Sandra acquiesça d'un signe de tête. Antonio a rassemblé les photos. Renée a sauvegardé les fichiers. La pièce n'était pas empreinte de pitié. Elle était remplie d'armes silencieuses. Antonio s'arrêta à la porte, la main sur la poignée, comme s'il hésitait à poursuivre. « Il y a autre chose, » dit-il. Lilian leva les yeux, le stylo toujours entre ses doigts. « Hier, » reprit Antonio, « votre mari a tenté d'accéder à des documents de fiducie liés au nom de votre mère et à votre nom de jeune fille. La tentative a été signalée.
C'est ainsi que le cabinet de M. Swanson a compris que la situation s'aggravait. Des dossiers de confiance? Cela signifiait que Derek ne la quittait pas simplement. Il la traquait. Le visage de Lilian se crispa, prenant une expression presque calme. Il ne sait pas ce qu'il touche, dit-elle doucement. À ce moment précis, son téléphone vibra, une nouvelle notification d'un numéro inconnu. Bref et glaçant. Bientôt, tout cela prendra fin. Les mots étaient de Derek, même si son nom n'y figurait pas. Sandra jeta un coup d'œil à l'écran, puis à Lilian. Ça se termine, dit Sandra, mais pas comme il l'imagine. Quelque part, Derek préparait déjà sa version des faits avant la lecture du testament, et les avocats chargés de la succession pourraient officialiser ses agissements d'une autre manière. Le premier courriel s'est abattu sur l'écran comme un coup de feu. Plusieurs longs jours s'écoulèrent entre la nuit où Lilian signa les papiers du divorce et le moment où elle se retrouva face à René et Sandra dans ce même bureau. Des journées rythmées par les examens médicaux, le repos et une paperasserie minutieuse. Sandra y tenait. Pas de guerre si votre tension monte. Quand Lilian revint, la joue de René avait dégonflé, mais le souvenir, lui, était resté. Un léger signal sonore, lourd de sens, retentit sur l'ordinateur portable de René. Sandra se pencha vers elle tandis que Lilian retenait son souffle, les mains pressées sur son ventre, comme si elle pouvait apaiser les jumeaux par la seule force de sa volonté. Le message n'était pas une rumeur. Ce n'était pas une supposition. C'était une suite de mots, nette et précise. De Marissa Conway à Derek Combe, sujet, la faire passer pour instable. René ouvrit le document. Lilian sentit son estomac se nouer. Les jumeaux donnèrent des coups de pied, comme s'ils pressentaient le danger. Un instant, elle eut le même goût métallique que le jour où Derek l'avait giflé. Non pas parce que cela se reproduisait, mais parce qu'elle comprenait enfin que c'était prémédité. Le courriel était court et stratégique. Utilisez le vocabulaire dont nous avions discuté. Inquiétude, imprévisibilité, pression émotionnelle sur votre carrière. Présentez la situation comme une tentative de protéger l'entreprise et votre avenir. Les RH réagissent mieux à l'instabilité qu'au conflit. René fit défiler les messages. Encore des messages. Marissa dicte à Derek quoi dire et quand le dire. Comment transformer une femme enceinte en fardeau sans passer pour un monstre. Surtout, ne la traitez pas de folle. Dites que vous vous inquiétez de son jugement. Rappelez-leur qu'elle pose des questions sur l'argent. Présentez cela comme une réaction impulsive, comme si elle ne comprenait pas le stress. Si vous faites intervenir la sécurité, insistez sur la sécurité et les tensions internes, pas sur la colère. Cela vous servira de prétexte plus tard. Le langage de Marissa était soigné, professionnel, presque doux. Faites preuve d'empathie, suivez les procédures, faites appel au RH, utilisez la documentation. Le visage de Sandra resta impassible, mais son regard s'aiguisa. C'est du coaching, dit-elle doucement. Ce n'est pas un hasard. C'est une stratégie. Elle a instrumentalisé les systèmes de l'entreprise et l'ego de votre mari. Lilian fixait l'écran. Elle ne pleurait pas. Ses larmes s'étaient taries à peu près au moment où elle avait compris qu'elle ne pouvait plus implorer la dignité. Ce qu'elle ressentait à présent était pire que de la tristesse. Elle avait l'impression d'être réécrite. Ils avaient écrit une histoire sur elle pendant qu'elle y vivait. L'enquête avait progressé plus vite que Derek ne l'avait jamais imaginé, car elle ne partait pas de zéro. Joséphine Conley avait lancé les hostilités bien avant que quiconque n'en comprenne les raisons. Dès qu'Antonio eut remis ces images à l'équipe chargée de la succession de M. Swanson, les avocats du trust déposèrent des requêtes d'urgence. Le service juridique de l'entreprise reçut des avis de conservation de preuves et des assignations à comparaître. Les responsables de la conformité, qui avaient auparavant écouté poliment Marissa, durent désormais lui fournir les journaux, les sauvegardes et les pistes d'audit. Antonio déposa une clé USB sur le bureau de Sandra. Les images de vidéosurveillance de la maison dans la rue, dit-il. Horodatées. La chaîne de traçabilité est documentée. René la brancha. La vidéo se chargea. Marissa était chez Lilian, se déplaçant dans le couloir comme si elle avait une clé. On la voyait s'arrêter à la porte pour signer un accusé de réception. On la voyait entrer, des lettres à la main. On la voyait près de la cheminée, son corps cachant l'objectif un instant,
puis elle s'écartant tandis que des feuilles de papier se gonflaient dans les flammes. La gorge de Lilian se serra. Elle pouvait presque sentir à nouveau l'odeur de la fumée. Elle pouvait presque entendre les battements de son propre cœur, cette nuit-là, sur la pelouse. Sandra ne laissa pas l'instant s'éterniser. L'émotion était importante. La stratégie avait aussi besoin d'oxygène. On ne réagit pas, dit Sandra. On construit. René cliqua. Ouvrir les relevés bancaires. Les chiffres défilèrent sur l'écran, tel un langage de trahison. Les fonds communs furent redirigés. Pas une fois, pas deux. Des virements répétés, suffisamment faibles pour être dissimulés, mais assez fréquents pour ruiner une famille. Des descriptifs de paiement masqués, missions de conseil, soutien événementiel, réception d'entreprise. René a pointé du doigt une ligne et a dit « Ce compte appartient à une société holding contrôlée par Marissa ». Les virements correspondent aux dates auxquelles Derek l'a emmené à des dîners privés et à des voyages d'affaires qu'il vous avait présentés comme obligatoires. Lilian repensa aux cartes annulées, aux disputes du genre « tu exagères ». À la façon dont Derek avait réagi, comme si elle en demandait trop alors qu'elle voulait juste que ses courses soient payées. Elle comprit alors qu'ils avaient besoin de la faire passer pour coupable pour que personne ne remette en question leur cruauté. Sandra commença à constituer le dossier contenant les métadonnées, les copies numériques et papier, ainsi que les déclarations de traçabilité. Chaque document était tamponné et classé avec soin, afin qu'il ne puisse être considéré comme une simple manifestation d'émotion. Lilian voyait le dossier s'épaissir. C'était étrange de voir sa douleur transformée en preuve. Cela rendait la trahison à la fois plus réelle et plus supportable. À un moment donné, Sandra la regarda et lui demanda doucement « Tu te sens capable de continuer ? On peut faire une pause. » Lilian acquiesça d'un signe de tête. Parce qu'elle ne pouvait pas s'arrêter. Pas avec l'arrivée des jumeaux. Pas avec Derek qui fouinait déjà dans les dossiers de la fiducie. « Continue, » dit Lilian doucement. « Je veux tout savoir. » La prochaine étape pour Sandra n'était pas le tribunal. C'était une question de timing. « Ils t'ont humilié en public, » dit Sandra. « Alors la vérité doit aussi éclater au grand jour. » Pas chuchoter. La scène, mais nous choisissons où. La poitrine de Lilian se serra. Être en public signifiait se retrouver face à nouveau au regard. Aux caméras. Cela signifiait se tenir devant ceux qui l'avaient vu disparaître. Sandra tapota un calendrier sur son bureau. Les notaires ont fixé une lecture officielle du testament, expliqua-t-elle. Toute personne désignée comme héritier, suppléant ou partie intéressée est tenue ou fortement invitée à y assister. Parce qu'il était votre époux au moment du décès de votre mère et parce qu'il a tenté d'accéder aux documents de la fiducie, Derek figure sur la liste. Marissa et les représentants de la société ont été informés comme étant potentiellement impliqués dans cette affaire d'ingérence. Lilian fronça les sourcils. Pourquoi aurait-il accepté de venir? Sandra garda le ton neutre. Parce qu'il croit encore que votre mère était une fille de la campagne. Il supposera qu'il s'agit d'un testament mineur. Il compte s'en servir comme prétexte pour vous faire passer pour une personne instable. Il ne pourra pas résister à l'envie d'avoir un public, ajouta Antonio. Et il ne saura rien avant la lecture des documents. Derek n'était donc pas seulement cruel. Il était assez avide et arrogant pour entrer sans hésiter dans une salle officielle, des preuves accablantes à son nom. Lilian baissa les yeux sur ses mains. Sa bague avait disparu. Son poignet portait encore une légère ecchymose, mais elle avait l'esprit plus clair qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Ils m'ont traité de néant, dit-elle. René leva les yeux. La voix de Lilian se fit plus assurée. Alors, le dossier parlera. Sandra acquiesça. Exactement. Une semaine plus tard, Derek reçut une simple enveloppe de l'agence immobilière. Il était dans le bureau de Marissa lorsqu'il ouvrit le papier. Marissa était assise derrière son bureau, les talons croisés, le visage impassible, mais plus tendu que d'habitude. Il parcourut le texte du regard et rit. « Elle croit que c'est un jeu », dit Derek en agitant le papier. « Une lecture de testament, un truc de riche. Sa mère n'était personne. On va assister à toute cette histoire, s'assurer qu'il comprenne bien son instabilité, et je m'en sortirai indemne. Personne, a-t-il dit, comme s'il était fier d'y croire.
Je vais tout arrêter, a-t-il ajouté. Je leur parlerai des transferts d'argent et de son comportement. Ils avaient déjà signé les documents du tribunal 2 jours plus tôt. Rien de romantique, juste un passage à la mairie, des signatures et une bague plus élégante. Marissa ne voulait pas encore d'un grand mariage. Elle voulait des documents officialisant cette nouvelle vie. Marissa ne rit pas. Elle fixa la lettre plus longtemps que nécessaire. Ses doigts se crispèrent légèrement sur son stylo. L'avis provenait de Bennett Swanson, membre du conseil d'administration. Elle y lisait des mots qu'elle ne connaissait que trop bien. Confiance mondiale, participations importantes, réunions de gouvernance, présence obligatoire, conflit d'intérêts potentiels à traiter. Quelque chose avait changé dans son regard, quelque chose que Derek ne remarqua pas, car il ne voyait que ce qui le nourrissait. « Marissa » demanda-t-il. « Ça va ?» Elle esquissa un sourire forcé. « Bien sûr, » répondit-elle. « On s'en occupe. Préparez-vous simplement à répondre aux questions sur votre mariage. Suivez ce qu'on a répété. » Sa voix était assurée. Son pouls était irrégulier. Ce soir-là, seule dans son appartement, Marissa ouvrit son ordinateur portable et tapa « Joséphine Conley Foster Global Trust ». Le cercle de chargement tourna. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis les résultats ont commencé à apparaître lentement, de manière sélective, comme si Internet lui-même décidait de la part de vérité qu'elle méritait. Des documents réglementaires, des coquilles vides philanthropiques, de vieux articles sur un architecte financier reclus dont les structures gèrent des capitaux de plusieurs billions pour des fonds de pension, des fonds souverains, des institutions mondiales, toujours derrière d'autres noms, d'autres conseils d'administration, d'autres marques. Le visage de Marissa se figea, non pas sous le choc habituel, mais avec la même immobilité que celle des prédateurs lorsqu'ils réalisent que leur proie n'en est pas une. Ses doigts hésitèrent au-dessus du clavier. Elle referma lentement l'ordinateur portable. Pour la première fois, la peur l'emporta sur l'ambition. Et dans ce même instant de silence, le téléphone de Derek vibra. Un autre message d'une connaissance des ressources humaines. Une chose qui le pousserait à s'entêter dans sa version des faits, juste au moment où la lecture du testament était fixée. Une chose qui le pousserait à s'entêter dans sa version des faits, juste au moment où la lecture du testament était fixée. Si tu te sépares d'elle, tu devrais prendre les devants. Les gens parlent. Documente tout. Derek sourit à l'écran. Il était loin de se douter que c'était précisément cette documentation qui allait le perdre. Les portes se refermèrent avec un clic discret, plus fort qu'un claquement. À cet instant, Derek Combe ressentit une émotion qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Une émotion discrète, non pas par crainte de la lecture d'un testament. Il se persuadait du contraire. Il était entré dans le bâtiment avec assurance, les épaules redressées, vêtu de son plus beau costume comme d'une armure. Il s'était dit qu'il était là pour assister à l'échec de Lilian une dernière fois en public. C'était le plan. Il avait même répété son discours mentalement. Je suis inquiet pour sa stabilité. Nous sommes en pleine séparation. Je suis seulement là pour répondre aux questions. Il s'imaginait les gens hocher la tête en signe d'approbation, murmurant qu'il était courageux de la quitter. Il imaginait Marissa Conway souriant derrière lui, fière du travail impeccable qu'il avait accompli. Mais la pièce ne donnait pas l'impression d'être un lieu où des hommes comme Derek triomphaient. On aurait dit un endroit où la vérité se limitait à des documents. L'espace était sobre. Pas de faste, pas de projecteur, et pourtant, tout y était lourd de sens. La longue table de conférence, les épais dossiers, les personnes discrètes en costume qui ne cherchaient pas l'approbation, les administrateurs, les témoins légaux, les représentants du comité d'audit, des gens qui semblaient vivre de leur métier et de leurs responsabilités. Derek chercha Lilian du regard. Il l'aperçut une seconde plus tard et faillit ne pas la reconnaître. Lilian Foster entra lentement, enceinte de 8 mois de jumeaux, mais droite, sans être brisée ni suppliée. Son visage était serein, ses cheveux impeccablement coiffés, son expression maîtrisée d'une façon que Derek n'avait jamais vraiment comprise. Elle se déplaçait comme une femme qui avait déjà décidé de survivre, avec ou sans la permission de quiconque. À ses côtés se tenait Sandra Newman, calme et préparée, une pile de dossiers soigneusement rangés sur sa chaise. Sandra prit place à côté de Lilian, comme si elle avait toute sa place à cette table. Et c'était le cas. L'estomac de Derek se noua.
Pourquoi Lilian avait-elle l'air si préparée? Il se dit que c'était du cinéma. Il se disait qu'elle bluffait. Il se disait qu'elle était toujours la même femme qu'il avait giflée et traitée de boulet. Puis il remarqua autre chose. Marissa Conway, son ancienne patronne, désormais sa nouvelle épouse, entra derrière lui. Talons hauts, visage impassible. Mais aujourd'hui, son expression était teintée d'une nouvelle tension. Elle était assise près de Derek, pas à côté de lui. Assez près pour qu'on puisse les côtoyer. Assez loin pour pouvoir s'éloigner au besoin. Ce détail aurait dû l'alerter. Mais Derek avait toujours eu du mal à interpréter ce qui ne flattait pas son ego. Au fond de la salle se trouvait Monsieur Bennett Swanson, avocat spécialisé en droit successoral, la cinquantaine. Voix calme, regard imperturbable. Il n'était pas là pour réconforter qui que ce soit. Son rôle était d'exécuter scrupuleusement les dernières volontés de Joséphine Conley. Autour de lui se trouvaient des administrateurs et des témoins légaux, chargés de vérifier la régularité de la procédure. Leur mission était d'officialiser la vérité. Monsieur Swanson ouvrit un dossier. La succession de Joséphine Conley va maintenant être examinée, annonça-t-il d'un ton égal. Veuillez noter que cette réunion est enregistrée et que certaines parties seront transcrites pour le dossier judiciaire si nécessaire. Le silence retomba dans la pièce, on pouvait entendre les respirations. Derek se rassit, retrouvant un instant sa confiance. Joséphine, la mère de Lilian, une fille de la campagne. Il avait décidé qu'elle ne valait rien. Tout cela ne vaudrait rien. Monsieur Swanson commença sa lecture. Des actifs, des fondations, des participations, des sociétés aux noms inconnus de Derek, le tout imbriqué dans des fiducies et des structures caritatives. Des chiffres qui semblaient presque irréels. La confiance de Derek commença à vaciller. Non pas par culpabilité. Derek n'était pas du genre à éprouver facilement de la culpabilité, mais par confusion. Pourquoi tout cela paraissait-il si important? Il jeta un coup d'œil à Marissa. Elle fixait droit devant elle, la mâchoire serrée, sans cligner suffisamment des yeux. Monsieur Swanson poursuivit, d'une voix posée. Ces actifs sont gérés par le biais du Foster Global Trust, dit-il. Foster. Derek fronça les sourcils. C'était le nom de Lilian maintenant, mais il l'avait été aussi avant lui. Il ne s'était jamais donné la peine de demander pourquoi. Il se redressa sur son siège. Les chiffres continuaient de grimper. Des millions. Des centaines de millions, puis des milliards. La gorge de Derek se serra. Il tenta de rire sous cape pour se rappeler qu'il était toujours Derek, qu'il gardait le contrôle. Personne ne le suivit. Puis, Monsieur Swanson prononça la phrase qui fit l'effet d'une bombe. Et l'unique héritière du Foster Global Trust, évaluée à 10 milliards de dollars lors du dernier audit, est Lilian Foster. C'est cette phrase qui fit trembler les mains de Derek. Un instant, il laissa échapper un rire bref et sec. Puis il s'arrêta net, car personne d'autre ne rit, la pièce ne réagissant pas comme si elle avait entendu une blague. Lilian ne sia même pas. La gorge de Derek se serra et le rire s'éteignit dans sa bouche, comme un étouffement. 10 milliards. Son esprit tenta de le rejeter. C'était trop lourd à porter, trop absurde. Il l'avait traité de boulet. Il l'avait mise à la porte. Marissa se leva brusquement. Sa chaise racla bruyamment le sol dans le silence. C'est impossible, dit-elle d'une voix trop sèche. Elle est... s'interrompit-elle, car elle faillit ne rien dire. Et soudain, le sang-froid de Marissa se brisa, juste assez pour que tous puissent voir la fissure. Monsieur Swanson leva calmement la main, comme s'il avait l'habitude de gérer ce genre de situation. Mademoiselle Conway, dit-il, vous aurez l'occasion de répondre. Asseyez-vous, je vous prie. Ce n'était pas une suggestion, répondit Marissa en s'asseyant lentement. Monsieur Swanson poursuivit. Plusieurs tentatives ont été faites pour contacter Mademoiselle Foster, dit-il en tournant une page, notamment une lettre cachetée remise à son domicile conjugal. Nos dossiers indiquent que la lettre a été réceptionnée par un autre adulte présent au domicile et n'est pas parvenue à son destinataire. Derek déglutit difficilement. La voix de Monsieur Swanson resta calme, mais l'atmosphère de la pièce sembla plus froide. Il poursuivit. L'enquêteur privé de notre client a constaté la destruction d'un courrier d'État à l'intérieur de cette maison. Destruction.
Le regard de Derek se porta sur Marissa. Son visage se décomposa. Monsieur Swanson fit un signe de tête à un technicien près du mur. Un écran s'alluma. Des images. La vidéo se lança en silence. D'abord, le coursier à la porte. Marissa signant l'enveloppe qu'elle tenait à la main. Puis Marissa près de la cheminée, jetant du papier dans les flammes. Les mains de Derek se mirent à trembler. Il ne voulait pas regarder l'écran, mais il n'y arrivait pas. Son corps le trahissait comme il avait trahi Lilian. Puis, des emails apparurent. Des copies imprimées glissèrent sur la table. La version numérique s'affichait en miroir sur le moniteur. Marissa donnant des instructions à Derek, lui expliquant comment présenter Lilian comme instable, comment utiliser le langage des RH à son avantage, comment faire passer une femme enceinte pour dangereuse plutôt que pour blessée. Autour de lui, les témoins s'agitèrent sur leurs sièges. Certains visages se durcirent, d'autres se froncèrent les sourcils. Les gens ne chuchotaient plus. Ils jugeaient. Et Derek comprit quelque chose d'effroyable. Cette salle n'était pas son public. C'était son procès. Lilian se leva lentement. Elle ne frappa pas la table du poing. Elle ne cria pas. Elle ne supplia pas. Elle restait là, immobile. Enceinte, le visage tuméfié, évanoui mais pas oublié. Calme. Quand elle parla, sa voix était si basse que les gens se penchaient pour l'écouter. « On ne m'a jamais appelée, dit-elle. » Silence. « Tu avais raison, poursuivit-elle doucement. » La gorge de Derek se serra. Pour la première fois, il eut envie de parler, non pas pour attaquer, mais pour empêcher ce qui allait arriver. Il n'avait rien. La voix de Lilian ne s'éleva pas. « J'étais tout ce que tu ne pouvais pas voir. » Et à cet instant, Derek comprit la véritable cruauté de son choix. Il avait abandonné une femme plus riche que tout ce qu'il pourrait jamais devenir. Mais plus encore, il avait abandonné une femme qui lui avait été fidèle. Et la loyauté, une fois brisée, ne se rétablit pas. Un agent de sécurité de l'équipe interne de l'établissement s'avança depuis un coin de la pièce. D'un ton professionnel, il s'approcha de Marissa. « Mademoiselle Conway, dit-il calmement. Vous devez rester disponible pour un complément d'information. Le service juridique de l'entreprise a été informé. Vous comprenez ? » Le regard de Marissa se porta sur Derek. Un seul regard. Et elle recula, non pas vers lui, mais loin de lui, comme s'il sombrait déjà, comme si elle venait de décider qu'il ne méritait pas d'être sauvé. Derek, encore tremblant, comprit soudain que la prochaine salle publique ne serait pas celle de la lecture d'un testament. Ce serait une salle d'audience et il ne serait pas celui qui tiendrait le micro. Les portes du tribunal s'ouvrirent et Derek entra, tel un homme s'engageant dans une tempête dont il ne pourrait plus se sortir par la parole. Ses mains restaient immobiles, comme figées. Son visage était crispé, ses yeux rougis par des nuits blanches. Il portait un costume qui, autrefois, lui donnait une allure imposante, mais qui aujourd'hui ressemblait à un déguisement sur un homme qui avait perdu le fil de ses pensées. La salle était comble, non pas d'invités enthousiastes comme lors de la fête où il avait humilié Lilian, mais de personnes qui ne cautionnaient pas la cruauté, des employés du tribunal, des stagiaires en droit, et quelques visages familiers de son ancienne entreprise, présents en observateurs silencieux. Même sa mère, Karen Mullen, restait assise, raide et pâle, la bouche serrée comme si elle s'efforçait de contenir sa fierté. Elle apprenait à ses dépens qu'un tribunal n'était pas un salon. On ne pouvait pas forcer le juge à se ranger à son avis. Lilian Foster entra ensuite, toujours enceinte, mais plus proche du terme, marchant prudemment, la tête haute. Ses ecchymoses étaient à peine visibles, mais son calme était plus impressionnant que la douleur. Elle ne souriait pas. Elle ne tremblait pas. Elle avait l'air d'une femme qui avait appris une leçon précieuse. On ne doit aucune pitié à ceux qui instrumentalisent votre silence. Sandra Newman marchait à ses côtés, calme et déterminée, une pile de dossiers à la main. La gorge de Derek se serra à la vue de ces dossiers. Ces dossiers contenaient la vérité, et la vérité, c'était précisément ce qu'il avait fui. Dans cette affaire, le juge n'était pas sur une estrade. Pas de discours théâtraux, pas de coups de marteau. Sa présence se faisait sentir à travers l'ordre et les règles, par la façon dont les gens se levaient lorsqu'on le leur demandait, par le ton de voix qui se baissait automatiquement. Le tribunal se moquait de l'ego de Derek. Seules les preuves comptaient. Derek avait déjà été licencié.
Tout s'est enchaîné très vite après la lecture du testament. Le service de gestion des risques de son entreprise a été le premier à réagir, suivi des ressources humaines. Son badge d'accès a été désactivé. Sa boîte mail a été bloquée, le temps d'une enquête interne. Il ne recevait plus d'appel de son responsable. La lettre officielle est arrivée quelques jours plus tard. Son contrat de travail a été résilié avec effet immédiat, sous réserve d'une enquête en cours pour violation grave du règlement intérieur. Ses alliés disparurent comme par magie. Ceux qui riaient à ses blagues ne lui répondirent plus. Les mêmes cadres qui avaient vu Lilian se débrouiller seul furent soudainement indisponibles pour des réunions urgentes. Même Karen remarqua que ses voisins, qui autrefois encensaient son fils brillant, détournaient désormais le regard au supermarché. L'humiliation qu'il avait infligée s'était retournée contre lui. Et Derek, pour la première fois, comprit ce que signifiait être effacé. Sandra n'hésita pas. Elle ouvrit le premier dossier. Elle ne parla pas comme une femme en colère, mais comme une chirurgienne. « Votre honneur », dit-elle calmement. Cette affaire concerne des manipulations financières au sein du mariage, des intimidations conjugales, une tentative d'ingérence dans une procédure successorale et une campagne de diffamation coordonnée contre ma cliente alors qu'elle était enceinte de 8 mois de jumeaux. Derek tressaillit. Sandra présenta les documents comme les briques d'un mur infranchissable pour Derek. Les rapports d'enquête de René Gilbert montraient que le modèle d'audit accusant Lilian de détournement de fonds avait été créé par le service de Marissa, et non par les RH. Métadonnées, horodatage, identifiants utilisateurs. Il ne s'agissait plus de savoir si quelqu'un aurait pu le faire, mais bien de savoir qui l'avait fait. Les images d'Antonio montraient Marissa entrant dans la maison, récupérant un courrier officiel et brûlant des lettres. Les registres de correspondance de Swanson indiquaient une signature de livraison de M. Conway et aucune réponse de Lilian. Les relevés bancaires prouvaient que des fonds joints avaient été transférés vers des comptes liés à la société holding de Marissa. Des SMS et des courriels montraient Marissa donnant des instructions précises à Derek sur la manière de présenter Lilian comme instable, d'utiliser l'inquiétude et la sécurité comme excuse, et de transformer une expulsion publique en un récit où il apparaissait comme la victime. Même la soirée avait été préparée, briefing de sécurité, note leur demandant de ne pas laisser Lilian rentrer si la situation dégénérait, ordre de l'escorter à l'extérieur si nécessaire. L'avocat de Derek tenta de plaider un conflit conjugal, des messages contradictoires, le stress de la grossesse. Sandra ne haussa pas la voix. Elle tourna simplement une page, puis une autre. C'était comme assister à la rupture d'un barrage, mais silencieuse. Lilian était assise près de Sandra, les mains croisées sur le ventre, le regard fixe droit devant elle. Elle ne regardait pas Derek. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait renoncé à chercher son humanité. Le juge écoutait. Et lorsque l'avocat de Derek marqua enfin une pause, le juge parla d'une voix qui glaça l'atmosphère. Les mots étaient simples, mais leur signification était lourde. Décisions temporaires exclusives pour Lilian concernant les questions médicales et financières pendant sa grossesse. Ordonnance de protection limitant les contacts de Derek. Interdiction pour lui de s'approcher du domicile conjugal ou de l'hôpital sans autorisation du tribunal. Ordonnance bloquant toute tentative de Derek d'accéder aux documents relatifs à la succession ou à la fiducie au nom de Lilian. La poitrine de Derek se serra. Les restrictions liées à la garde l'empêchaient de se présenter et d'exiger un droit de visite à la naissance des bébés. Toute procédure devait être menée par le tribunal. Les contraintes financières l'empêchaient également de se servir de l'argent comme un homme désespéré. Le juge n'avait pas besoin de le qualifier de cruel. La loi s'en chargeait. Derek se releva trop vite, comme si ce simple fait pouvait lui rendre une partie du pouvoir qu'il avait perdu. « Votre honneur !» Sa voix se brisa. « Elle monte tout le monde contre moi. Je ne savais rien de cette fiducie. J'ai été induit en erreur, Marissa. » Il voulait s'expliquer. Il voulait rejeter la faute sur Marissa. Il voulait dire qu'il avait simplement subi des pressions. Il voulait dire qu'il ignorait que la lettre parlait de milliards. Mais le juge ne le laissa pas terminer. Une main levée, une interruption ferme. Ce n'est pas le lieu de rouvrir le débat sur la fiducie. Le juge a déclaré « Nous examinons votre comportement en tant qu'époux et père. Asseyez-vous, monsieur Combe. » Le tribunal n'avait pas besoin de la prestation de Derek.
Il était déjà habitué à ces agissements. Derek s'est assis, tel un homme qu'on descend dans la tombe de ses propres décisions. Le visage de Karen se durcit à côté de lui, mais son regard balayait la pièce. Elle observait la foule, observant ceux qui la regardaient encore avec respect. Et elle comprenait quelque chose, elle aussi. Cette fois, son autorité ne pouvait pas l'emporter sur la vérité. L'audience terminée, Derek suivit Lilian dehors. Ses pas étaient rapides, désespérés, presque enfantins. Il franchit les portes de sortie comme si l'air frais pouvait dissiper ce que le tribunal avait scellé. Lilian descendit prudemment les marches. Sandra à ses côtés, Antonio tout près, tel un rempart silencieux. Derek l'appela. « Lilian, dit-il d'une voix rauque. Attends, s'il te plaît. » Le mot « s'il te plaît » sonnait faux dans sa bouche, comme s'il l'avait emprunté à quelqu'un de plus bienveillant. Lilian ne s'arrêta pas. Derek tendit la main, les doigts s'étirant comme si effleurer sa manche pouvait lui rendre la vie qu'il avait gâchée. Il ne la saisit pas. Il savait que des caméras pouvaient être présentes, mais son intention n'en était pas moins odieuse. Possessive. Sandra se décala légèrement, se plaçant entre eux sans faire d'histoire. Lilian prit enfin la parole, mais sans se retourner. Sa voix était calme, basse, presque lasse. « Tu aurais dû me demander ma version, » dit-elle. C'était tout. Ni insulte, ni cri, juste une phrase qui révélait tout ce que Derek avait refusé de faire. « Écoute. » Derek déglutit difficilement. Il voulait s'excuser. Il voulait dire qu'il ne savait pas. Il voulait dire qu'il s'était laissé emporter. Mais la vérité était simple. Il avait choisi de croire au mensonge car il lui promettait un certain statut. Lilian s'éloigna et Derek resta là, les yeux rivés sur le dos de celle qu'il avait jadis qualifiée de fardeau. À présent, elle partait, son avenir protégé par la loi, tandis que lui n'emportait plus que sa honte. Quelques minutes plus tard, la foule s'étant clairsemée, Derek chercha Marissa du regard. Elle n'était pas là. Aucun claquement de talons derrière lui. Aucune main froide pour le guider, aucun sourire confiant, juste l'absence. Son téléphone vibra dans sa poche. Un simple message d'un numéro qu'il connaissait trop bien. Celui de Marissa. Ne me contacte plus. Débrouille-toi. Le sang de Derek se glaça car, en une seule phrase, il comprit la trahison ultime. Marissa ne tombait pas amoureuse de lui. Elle le quittait. Et quelque part, Marissa préparait déjà son prochain coup, celui qui déciderait si elle disparaîtrait discrètement ou si la lumière se ferait sur elle. Le titre s'abattit sur les écrans comme un coup de grâce. Pas le nom de Derek. Il était déjà fini. Pas celui de Karen. Elle s'était réfugiée dans le silence. Le nom qui s'affichait partout était celui que Derek avait autrefois traité comme un moins que rien. Une femme enceinte, giflée et publiquement larguée, devient l'âme de Foster Global Trust, un fonds de 10 milliards de dollars. Une enquête pour fraude vise le cadre dirigeant sous les ordres de Lilian Foster. Une photo montrait Lilian quittant le tribunal quelques semaines plus tôt, le menton relevé, une main posée sur son ventre, Sandra Newman à ses côtés comme un bouclier. Sur Internet, les internautes zoomaient sur le léger bleu, mais elle continuait malgré tout à marcher. Les commentaires se remplissaient de mots qui appartenaient à d'autres, pas à elle. Fiducie aérienne, enquête pour fraude, structure valant des milliards de dollars. Lilian n'a rien vu de tout cela en direct. Elle était dans une chambre d'hôpital calme, la lumière tamisée, serrant contre elle deux nouveau-nés. Les jumelles étaient petites, chaleureuses et d'une authenticité que l'argent ne saurait égaler. L'une d'elles serra son petit poing autour de son doigt, comme une promesse. Un instant, le monde extérieur n'eut plus d'importance. Puis son téléphone vibra doucement sur la table de chevet. Le nom de Sandra s'affichait. Lilian ne paniqua pas. La panique appartenait à l'ancienne vie, celle où Derek tenait le destin en main. Elle répondit lentement, à voix basse pour ne pas réveiller les bébés. Sandra semblait calme et satisfaite. « C'est fait », dit-elle. Les décisions finales du tribunal des affaires familiales ont été rendues. Vous avez l'autorité légale exclusive pour le moment. Les mesures de protection restent en vigueur. Et l'équipe de M. Swanson vient de confirmer les transferts. Ils ont finalisé la procédure successorale. Les distributions du fonds sont désormais légalement verrouillées et sous votre contrôle exclusif. Verrouillées.
Ce mot était important car il signifiait que Derek ne pouvait plus s'emparer de son avenir, aussi avide fut-il. Cela signifiait que Karen ne pouvait plus s'insinuer dans le pouvoir par la ruse. Cela signifiait que Marissa ne pouvait plus instrumentaliser les procédures et la sollicitude. Lilian ferma brièvement les yeux. Elle ne ressentit pas la joie attendue. Elle éprouva une sensation plus douce, un soulagement, comme si un poids énorme venait enfin de lui être enlevé. Elle baissa les yeux vers ses bébés et se laissa aller à respirer. « Tu es en sécurité », pensa-t-elle. Pas seulement pour eux, mais aussi pour elle-même. Des mois plus tard, Marissa Conway réapparut seule. Sans Derek, sans titre, sans protection. Son nom est apparu d'abord dans les notes de service, pas dans la presse à scandale. Démission acceptée. En attente des conclusions de l'enquête interne. Fait l'objet d'une enquête pour abus de pouvoir. Document transmis aux autorités de régulation. Le même système qu'elle avait autrefois utilisé pour détruire. La réputation de Lilian s'est retournée contre elle. Les responsables de la conformité de l'entreprise, qui auparavant s'en remettaient à elle, l'interrogeaient désormais en enregistrant les conversations. Les organismes de réglementation externe ont comparé les enregistrements de la fiducie et les rapports d'expertise de René avec les journaux d'audit interne. La lettre brûlée n'était plus que cendre, mais l'acte de l'incendie, lui, était avéré, car des enregistrements vidéo et des échanges de courriels existaient. La lettre brûlée n'était plus que cendre, mais l'acte de l'incendie, lui, était avéré, car des enregistrements vidéo et des échanges de courriels existaient. Marissa a fait ce que font toujours les opportunistes quand la situation se complique. Elle a pris la fuite, non pas avec une valise dans la nuit, des avocats, des déclarations soigneusement rédigées, ni en prétextant des raisons personnelles. Elle a tenté de disparaître sous une autre identité, une autre image, mais les preuves sont implacables. Les images d'Antonio n'ont pas disparu parce qu'elle a supprimé ses comptes sur les réseaux sociaux. Les traces financières de René n'ont pas disparu parce qu'elle a changé de numéro de téléphone. La lettre brûlée n'était plus que cendre, mais l'acte de l'incendie, lui, était avéré, car des enregistrements vidéo et des échanges de courriels existaient. Ses collègues, qui lui souriaient autrefois, ont cessé de répondre à ses appels. Les portes qui s'ouvraient facilement sont restées closes. Le silence qui l'entourait est devenu sa pire punition. Et dans ce silence, Marissa comprit enfin ce que Lilian avait appris plus tôt. Le pouvoir bâti sur la cruauté finit toujours par s'éteindre. Lilian ne publiait pas de longs messages en ligne. Elle n'envoyait pas de messages subliminaux. Elle ne partageait pas de captures d'écran. Elle n'en avait pas besoin. Lorsqu'elle se présenta enfin devant les caméras, ce n'était pas pour créer du drame, mais pour tourner la page. Debout aux côtés de Sandra, elle parla distinctement et lentement afin que personne ne puisse déformer ses propos. « Ce n'est pas de la vengeance », a déclaré Lilian. « C'est la vérité », a-t-elle ajouté d'une voix ferme. « La vérité protège mes enfants », a-t-elle poursuivi. Et elle protège aussi les autres femmes à qui l'on ordonne de se taire lorsqu'elles sont agressées. Si vous regardez ceci et que vous pensez que garder le silence est un signe de loyauté, détrompez-vous. Cela ne fait que conforter les autres. Les gens l'écoutaient, non pas parce qu'elle était devenue riche, mais parce qu'elle était authentique. Parce qu'ils avaient vu la vidéo où on la giflait alors qu'elle était enceinte, et les images plus tard où on la voyait entrer au tribunal la tête haute. Elle conclut simplement, « Je ne donnerai pas de détails supplémentaires. » La justice a rendu son verdict. Le conseil d'administration a rendu son verdict. Je reprends le cours de ma vie. Puis elle s'éloigna des micros. Ni menaces, ni insultes, ni discours décousus, juste une femme qui reprenait le cours de sa vie. Des mois plus tard, Lilian était assise près d'une fenêtre ensoleillée, ses jumeaux dans les bras. Ils avaient grandi. L'un tirait sur la chaîne de son collier. L'autre dormait la bouche ouverte. La maison qui l'entourait était bien différente de l'ancienne maison de Derek. Ni plus bruyante, ni plus glamour, juste à elle. Sécurisée, discrète. Des papiers avec des cachets de fiducie et des résumés d'investissement étaient soigneusement rangés dans un tiroir. Pas sur la table. Elle n'avait pas besoin d'eux.